un agent joueur, on a vu ça, là, c'est pas rare. Là, un agent joueur peut devenir un jour directeur technique. Là. Tu te verrais-tu, toi, un jour? Non. C'est pas un truc qui t'intéresse, je veux dire, tu as été journaliste, puis là, tout d'un coup, tu nous as fait un coup surprise. T'as traversé l'ombre pour aller de l'autre côté, mais tu sais, ça ressemble beaucoup à ça, placer des joueurs. C'est un peu le rôle de directeur technique. C'est-tu quelque chose qui pourrait t'intéresser éventuellement? Non, parce que j'ai pas envie de me mettre cette pression-là sur les épaules. C'est un rôle qui est extrêmement ingrat. Tu sais, parlez-en à Nick DeSantis, qui est un bonhomme formidable, mais qui traîne des boulets incroyables à cause de certaines erreurs qu'il a pu faire en tant que directeur sportif à l'époque. Donc non, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai l'ambition qu'Obélisque devienne la plus grosse agence de représentation d'athlètes et dans l'entertainment au Canada. Donc c'est une business. C'est une business que je pars avec toute l'ambition du monde. Bon, Nick, la question qui tue, est-ce que vous avez la place pour nous, se faire une icône, on chercherait une agence, là. Ouais, éventuellement, mais là, vous, ce serait beaucoup de travail, peut-être. Beaucoup de travail. On a un public établi, on a des stats, on a des Twitter, on a des groupes WhatsApp secrets. On est prêt. On est prêt pour ça, on est prêt. Ouais. Mais c'est parce qu'Obélix, les autres, leur but, c'est de vendre l'image puis créer quelque chose de positif. Nous, trop souvent, c'est comme l'inverse qui arrive. Tu sais, les gens aiment quelqu'un. Tu sais, mettons, Nicolas Martineau. Nicolas Martineau aime Jason Vargas. Moi, je pars à rire dès qu'il l'a dit. 3 mois plus tard, on n'est toujours pas convaincu. Après, on dit qu'il est là pour les coups francs. Puis après, on se rend compte que c'était une arnaque. Tu sais, c'est vraiment pas le mandat d'Obélisque. Mais attends un peu. Je me suis fait faire le coup par 3 joueurs, OK? Et c'est drôle parce que ça m'a beaucoup apporté dans mon métier aujourd'hui, tu sais. Vargas, c'est le moins grave, hein. Vargas, c'est le moins grave. Je suis tout de suite, là. Lucas Ontivero, que j'adorais. Lui, il a pué, lui. Ouf. Ah, mais écoute, et Harry Novillo, c'est pas moi. Harry Novillo, moi, j'ai jamais rien dit de particulier. T'avais appris avant. Mais moi, j'adorais Lucas Ontivero et Jason Vargas, et j'avais vraiment beaucoup d'espoir envers eux. Lucas Ontivero, quand même, ses premiers matchs avaient été exceptionnels. Là. Il y avait touché une horizontale au stade olympique, c'était super. Mais effectivement, ça a été vraiment compliqué pour eux, mais je me suis rendu compte que pour eux, c'était compliqué parce qu'ils arrivaient ici, puis pas laissés à eux-mêmes parce qu'il y a des gens à l'Impact qui sont payés pour les aider à s'acclimater, si on veut. Mais écoute, ils ont jamais réussi à prendre possession de leurs moyens à Montréal, puis je trouve ça dommage. Jason Vargas, comme je te dis, c'est que ce gars-là, tu sais, était considéré au Chili comme étant la plus belle pépite de ce pays-là pendant des années, tu sais. Et je me suis dit, OK, là, il est loin de ses problèmes. Il arrive à Montréal. Il a clairement le talent pour réussir. À Montréal, tu sais, on serre la vis quand même fort. Ce gars-là va réussir. Il va exploser la MLS, tu sais. Et finalement, c'est là qu'on se rend compte, tu sais, qu'il y a des leçons. Tu sais, un gars qui a des problèmes quelque part, c'est pas parce qu'il part d'un endroit que les problèmes, c'est lui le problème. Tu sais, il est pas entouré de problèmes, il se crée ses problèmes. Et il y avait tellement de signaux dégueulasses autour de lui. Tu sais, je veux dire, comment un club qui a pas les moyens de prendre des risques financiers, en plus, parce que lui, c'est un peu louche comment qu'on a acquis ce joueur-là. Comment un club qui avait pas le privilège de prendre ce genre de risque-là est allé se pitcher vers un gars, certes, hyper talentueux, mais trop talentueux, puis pour se retrouver ailleurs, il y avait probablement une raison. Assurément, c'est sûr qu'il y avait une raison. Après, on peut pas nécessairement aller fouiller profondément dans les détails, mais tu sais, Johan Vargas faisait peut-être partie d'un autre deal, qui faisait partie d'un autre deal, qui faisait partie d'un autre. On peut pas savoir. Moi, je pense que c'était pas un mauvais gamble dans le sens où c'est pas comme si, tu sais, oui, il y a le frais de transfert. Une fois, aujourd'hui, on sait pas qui a payé entre l'Impact et Bologne, mais en même temps, ça sort de la même poche. Sauf que tu sais, au niveau salarial, bon, oui, c'est un gros salaire, mais c'est pas une catastrophe complète non plus. Il y a bien des clubs en Europe qui font des coups, qui vont chercher un gars pour c'est vrai. Qui score jamais un but, puis qui va juste avec l'équipe réserve. Fait que tu sais, des erreurs comme ça, il faut qu'un club professionnel en fasse. Il peut pas avoir 95%, tu sais. Mais la chose qui fait de Nicolas, c'est que moi, ça me dérange pas. Vargas, Ontivero, Novillo, ça me dérange parce que on va en parler juste après, là. Je suis très dérangé par ça, là. Mais Vargas et Ontivero, à la limite,
c'est un gain beau, mais dans notre écosystème, dans notre éco-chambre où il y a un écho, où tout le monde s'entend, puis on se parle entre nous, là, puis, tu sais, j'ai quand même l'impression que l'Impact a tendance à faire des erreurs sur des paris risqués qui coûtent cher, dans une ligue qui te fait payer cash tes erreurs financières, par rapport au salary cap, par rapport au transfert, par rapport à, t'es menotté par le salary cap quand je fais des erreurs qui s'appellent Ontivero et Vargas, ça fait mal. Novilo, c'est la goutte de trop pour moi. Et c'est pourquoi ça fait mal avec l'Impact. Parce que d'autres clubs le font. On a fait Delphi, on a fait des erreurs. Columbus, ils ont tous fait des erreurs. Yes. Santé, man. Sponsor me. Écoutez, j'étais tout oui. Oui. Donc, et c'est pourquoi c'est les erreurs qui coûtent, les erreurs financières, peut-être ça fait pas mal au portefeuille de Joe Saputo, mais ça fait mal au club par rapport à sa structure salariale, par rapport à son salary cap. Ils sont menottés. Même un gars comme Camacho, que je trouve c'est un bon joueur, je dis, ils en payent tellement cher pour un joueur comme ça, mais t'es menotté. T'es menotté financièrement par rapport à ça. Si tu le fais et tu l'acceptes, t'acceptes les conséquences, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi Vargas, Ontivero, ça faisait mal, et surtout, moi, Nilton et moi, on est assez méfiants par les engouements les engouements qui sont un peu trop explosifs. Dans le sens, c'est correct. Moi, je suis une personne un peu méfiante, un peu naïf et méfiante, mais je dis, ok, je vais attendre. Ok, attends. Je comprends. Je sais où tu t'en vas. Je sais d'où vous venez. Puis je veux juste vous dire que oui, parfois, on pouvait être too much et trop optimiste par rapport à certaines situations. Mais notre rôle était aussi là. C'était de créer de l'excitement. C'était de faire que les fans y croient et qu'ils aient envie d'écouter les matchs à la télé, à TVA Sport, pour qu'on ait des meilleurs codes d'écoute, pour qu'on vende plus de pubs, pour qu'on fasse plus de contenu, pour qu'il y ait plus de monde dans les sièges et qu'éventuellement, il y ait de meilleures acquisitions. Tout ça est une roue. Donc, effectivement, à certains égards, à certains moments, il y a certains coups qui ont été faits que j'en ai peut-être trop mis. Je t'accuse pas, Nicolas, je t'accuse pas, excuse-moi. En me content, j'avais l'impression que je t'accusais, mais moi, tout le monde a des opinions, tout le monde a droit à des opinions, puis ça me dérange pas tant que ça, oui, l'engouement me dérangeait un peu parce que c'est pas l'engouement de 2012, là. C'est l'engouement de 2016, 2017, 2014. Je dis, OK, on a déjà vu ce scénario, on a déjà fait ce film. Pourquoi on nous refait ce coup-là? Pourquoi le club refait les mêmes erreurs? Mais à la limite, c'est pas grave. C'est le club qui fait les erreurs. Et je suis content, et c'est correct, même Newton est beaucoup plus méfiant que moi, mais il a quand même pris le, il dit, on va voir ce que ça donne, puis on va voir que oui, j'avais raison, c'est correct. Il y a aucun problème. Ce qui est dérangeant, c'est que le club rentre dans son cycle d'erreur, puis on se dit, OK, guys, c'est bon. Et ce qui m'a dérangé le plus, c'est Harry Novilo. Parce que, moi, je vous dis la vérité. Harry Novilo, dès qu'il est signé, deux agents que je demande, vous le connaissez, en Europe, ils me disent la même chose, avec des mots différents. Gros talent, mais dans la tête, attention, avec des mots beaucoup plus durs. Pour remplacer un gars qui était un hyper professionnel sur le terrain. Alejandro Silva. C'était vraiment difficile de critiquer son travail, qui avait donné des minutes dans des positions qui n'étaient pas les siennes, puis on le voyait, là, il y avait du gros potentiel, et on a fait un switch comme ça, 1 pour 1. Et même si Silva voulait partir, disons que Silva, je pense que c'était Piet qui avait dit que Silva voulait pas rester. Ok, Silva, il s'en va, il veut partir, il a le droit. Mais ce qui me dérangeait avec Novilo, c'était, bon, à part l'engouement, c'est un engouement, whatever, c'est plus, nous, on m'a dit, puis Nilton, je l'ai dit, genre, le jour de la signature, et screenshot, beaucoup de talent, mais dans la tête, attention. Je dis, ok, bon, moi, j'écoute et je regarde. Et quand tu vois son CV, je dis, mec, le gars, il a rien fait. Pendant un moment, il y a eu un grand trou dans son CV. Et on lui donne un contrat de garantie d'une longue durée comme ça. Je dis, ok, c'est le 4e garde, mais ça, c'était l'erreur. Et je pense que c'est la signature de Novilo en même temps, vraiment, a mis clos la carrière de garde avec l'Impact. Sans qu'il le sache. C'est sa plus grosse erreur. Et ça l'a tué. Je pense que ça l'a tué avant même que la saison puisse commencer. Parce qu'au niveau coaching puis tout ça, on peut en vouloir à Rémi pour la façon dont il a coaché cette équipe-là, la façon dont le jeu s'est déroulé. Parfois, c'était un peu soporifique, les stratégies, mais il faisait ce qu'il pouvait avec l'effectif qu'il y avait. Mais le cas de Novilo, il avait été invité en essai, Novilo, l'année précédente, avant la signature. Je l'avais vu sur le terrain. Il n'avait pas donné grand-chose. J'ai l'impression que peut-être Rémi avait une volonté d'offrir une rédemption puis d'écrire une histoire à la Disney. Malheureusement, ça s'est retourné contre lui. Moi, ce que je comprends pas, par contre, c'est à quel point le salaire qui a été octroyé a été complètement loufoque. Si un gars arrive en essai
et qui réussit à se faire donner, quoi, 600 000, 700 000, je me rappelle pas exactement. Bah oui. Par contre, Lovilo, il signe un contrat en Orlando après un match amical contre les Rowdies. À Tampa Bay contre les Rowdies, t'as fait un bon match, ok, voici ton contrat. Il signe pas un contrat 2 ans avec les Twitter et les belles photos en bleu, puis Novilo, il a joué à Lyon, puis il a joué à Gamer. Non. Le Novilo, ce genre de joueur, dans le contexte de la MLS, tu fais un essai en Orlando, puis à Tampa Bay, si t'es bien, on peut-être en donne un contrat d'1 an ou 2, puis that's it. Comme Lovitz, comme plein de joueurs qui sont passés par là. ce qui me dérange là-dedans, c'est surtout que tu donnerais jamais ce type de salaire-là à un Canadien. Tu donnerais jamais ce type de salaire-là. Mastakacha, Rigi, malgré ses blessures, je le prendrais tout de suite au-dessus de Novilo. Je veux dire, c'est incroyable. Il a fallu que Piet se batte pendant des mois et des mois pour avoir son argent. Tu sais, mais moi, ce que j'ai aimé là, au début de la conversation concernant Novilo et les autres échecs de l'Impact de Montréal, c'est de comprendre que finalement, peut-être que nous, les blogueurs, là, les CanFC, les IMFC Radio et ainsi de suite, et tous les autres, tu sais, notre rôle à nous, là, c'est d'être impartial. Parce que, tu sais, veux pas, comme tu l'as dit, t'as pas seulement à TVA ou ailleurs un rôle de nouvelles. Il y a aussi un petit, même si on n'aime pas ça, il y a un peu de cheerleading que vous devez faire parce que vous vendez un produit. Puis nous, on peut se permettre d'être dans l'erreur, mais critique s'il faut. Oui, 100%. Puis j'ai essayé de l'être aussi, tu sais. J'ai essayé de pas être tout le temps cheerleader et d'être capable de critiquer quand le temps était venu de critiquer. Mais effectivement, je pense qu'on devait absolument. Ouais, je suis d'accord avec Alex. C'est juste que c'était difficile de cracher sur un joueur particulièrement. Moi, j'ai jamais aimé critiquer particulièrement les joueurs parce que je sais ce qu'ils traversent. C'est quand même c'est de la job pas à peu près. Puis j'ai toujours, je pense, pris dans un conflit, j'ai toujours pris le bord des joueurs par rapport à l'équipe. Non, mais c'est normal. Je veux dire, vous les côtoyez, tu sais, vous avez cette proximité-là aussi qu'on n'a pas avec les Canadiens. Tu sais, le gars peut avoir des moments difficiles sur le terrain. Tu sais, je vais prendre un exemple de l'année passée où Urruti c'était rendu une blague. Là. Il ratait des trucs tellement dégueulasses. Mais le gars, il peut être le plus sympathique au monde. C'est tough, tu sais, parce que tu le connais, tu sais qu'il travaille fort, mais il est pas capable de la mettre dedans. Moi, je suis loin, tu sais, je vais pas aux entraînements, je vois ça au loin. Puis je fais juste dire, hey, ce gars-là, c'est une catastrophe. C'est pire que ce qu'on avait avant, tu sais. C'est pire que Mancuso. J'ai aucune attache avec lui. Donc, on peut se permettre des choses que les journalistes ne peuvent pas, entre guillemets, se permettre. Y a-t-il une espèce de relation amoureuse entre journalistes et blogueurs? Vous nous voyez aller, puis vous nous enviez, entre guillemets, parce qu'on est capable de dire ce qu'on veut. Puis, de temps en temps, on vous tape sur les nerfs parce qu'on y va tout le temps avec le même style.